BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Nos prochains invités pour commenter l'actualité des marchés financiers. À New York, Grégory Volokin qui est en duplex avec nous comme chaque jour. Bonjour Grégory, président de Mescart Financial Services. Et à mes côtés en plateau, Alice Labousse, présidente de Trecento Asset Management. Alice, bonjour. Bonjour Grégoire. On va parler de santé avec vous, on va parler d'Ipsen, on pourra parler de Teva aussi. Teva qui est un groupe en difficulté mais qui intéresse aujourd'hui Warren Buffett. Mais je voulais quand même vous demander votre sentiment de marché. Vous êtes gérante, participante de marché comme on dit, Alice, entre ce qui s'est passé la semaine dernière, le rebond, peut-être 5 séances de hausse consécutives à Wall Street. Où en est votre sentiment de marché là ? Comme évoqué la dernière fois que nous nous sommes vus, moi je suis quand même relativement optimiste cette année sur le marché. Je pense qu'en fait tous les signaux sont quand même relativement au vert, donc le rebond devrait, de mon point de vue, être relativement durable. On a quand même la conjonction de plusieurs facteurs très positifs. Tous les pays de l'OCDE pour cette année sont prévus en croissance. 2, le fait qu'il y ait la remontée des taux aux États-Unis, c'est plutôt, moi je dis une bonne nouvelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire c'est la fin de la crise qu'on a connue où il y a eu cette fameuse baisse des taux, mais normalement, c'est plutôt un signe de fin de crise. Et le retour d'un petit peu d'inflation, tant mieux. Le spectre de la déflation dont on a tant parlé sur ce plateau est plutôt en train de disparaître. Donc, ceci couplé aux bons résultats d'entreprise qu'on a vus et à l'effet dollar qui devrait être favorable, qui commence à être favorable dans les publications pour toutes les sociétés américaines qui peuvent bénéficier de ce dollar plutôt faible, je pense qu'a priori, on devrait avoir plutôt une bonne année. Donc, une approche mesurée positive optimiste. Et des prix qui ont baissé. C'est-à-dire, je rappelle que le S&P se traite à peu près 16 fois au lieu de 18 fois en début d'année. Ça ramène quasiment à novembre 2016 en termes de valorisation. Novembre 2016. Élection de Donald Trump. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est là où le marché a commencé à flamber avec des valorisations qui sont reparties. Voilà, vous avez bonne mémoire. Oui, enfin, c'est encore difficile à ce stade d'oublier le mois de l'élection de Donald Trump. On n'en est pas encore là. Bon, restez avec nous, on va parler de la santé évidemment parce que ça fait partie des fonds thématiques que vous gérez chez Trecento Asset Management. Grégory Volokin en duplex avec nous depuis New York. Grégory, bon, l'ambiance de marché quand même commence à être un peu plus positive, Grégory. Est-ce qu'on accorde de plus en plus de crédit là au rebond du marché américain, alors dans le contexte qu'on connaît, avec la focalisation presque monomaniaque du marché sur l'inflation désormais. Il y avait le chiffre d'hier. Il y a encore quelques éléments statistiques qui sont tombés aujourd'hui qui permettent d'alimenter un petit peu le moulin, Grégory. Mais en tout cas, le marché, lui, est quand même bien reparti de l'avant. On peut pas le nier. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que si le marché avait peur de l'inflation, cette peur, elle s'est exprimée il y a 2 semaines pendant la correction, mais elle a été bien digérée et bien résorbée parce que les chiffres d'aujourd'hui, vous regardez les prix à la production, ils sont 2 fois au-dessus de ce qui était attendu. Alors évidemment, toujours je vois les détails. Les détails, c'est que c'est par exemple sur le mois la santé qui a beaucoup augmenté de plus de 1%, le coût des hospitalisations, c'est aussi évidemment l'énergie. Donc tout ça pour dire qu'en fait les marchés maintenant, je crois, sont à l'aise avec une inflation qui est maîtrisée. Et pourquoi cette inflation est maîtrisée ou maîtrisable ? C'est parce qu'on voit aussi des données macroéconomiques qui ne sont pas très fortes, qui sont bonnes mais pas très fortes. Vous regardez aujourd'hui par exemple la production industrielle, elle est en légère baisse le mois dernier. Vous regardiez hier les chiffres des ventes et de la consommation, c'était en dessous de ce qui était attendu. Donc je dirais que même si cette inflation monte le bout de son nez, puisqu'il n'y a pas un emballement dans l'économie, mais une croissance qui est saine, je crois que le marché actuellement peut faire avec. Alors quel serait le dérapage ? Le dérapage pourrait revenir non pas de chiffres d'inflation qui inquiètent à court terme, mais des taux qui se tendent, je dirais, d'une façon trop rapide. On accepte tout à fait que le 10 ans passe de 2,80 à 2,85 à 2,90 sur une semaine. Par contre, si en une journée on passait de 90 à 3,10, là, ça poserait problème au marché. Mais en ce moment, le marché apprécie aussi bien des taux qui sont maîtrisés dans la hausse que des statistiques économiques qui sont à la fois bonnes, mais ne montrent pas une flambée des prix. Ouais, c'est ça, le sentiment quand même d'une inflation qui reste contenue à ce stade, même si
si on a des petits phénomènes ici et là de tension, d'accélération. Mais voilà, le juge de paix, vous le disiez Grégory, c'est le 10 ans américain. On est monté là brièvement à 2,94 je crois, mais on voit bien qu'il en faudrait un peu plus pour qu'on franchisse vraiment ce niveau des 3% et que le marché hésite un peu à aller tester pour l'instant ces 3%. Il n'y a peut-être pas assez d'éléments probants pour monter vraiment au-delà de 3% sur le 10 ans américain. Et d'ailleurs, on voit plutôt même un 10 ans qui se détend un petit peu pour l'instant, puisqu'on passe là sous les 2,90, 2,89% pour le 10 ans américain, avec un dollar lui qui est reparti à la baisse de plus belle, l'euro-dollar qui remonte aujourd'hui au-delà de 1,25. L'actualité des entreprises, Grégory, qui reste quand même la matière première des investisseurs et des gérants, puisqu'on a encore des résultats d'entreprise. Alors nous, en Europe, on est en pleine saison de publication. Ça commence à être bien avancé chez vous aux États-Unis, mais il y a encore des grands noms qui publient leurs résultats, Grégory, et notamment Cisco, visiblement avec une croissance qui est de retour chez Cisco et le marché qui achète cette idée-là. Oui, le marché a été, disons, surpris en bien. Cisco, ça fait maintenant des années où il y avait plus du tout de croissance, ni des ventes, ni des profits. Et là, ces deux voyants sont au vert, et c'est évidemment bien salué par le marché. Mais je voudrais surtout noter, en fait, si vous regardez cette saison des résultats, puisqu'elle est bientôt terminée, elle a quand même été exceptionnellement bonne aux États-Unis. Vous avez une hausse des profits sur le S&P 500 de plus de 15%. Sur le trimestre, et vous avez une hausse des ventes, ce qu'on appelle le top line, de pratiquement 10%. Donc on peut pas vraiment faire mieux, et en même temps on voit quand même que les compagnies continuent à avoir une amélioration de leurs marges. Vous regardez les marges justement d'un Cisco, 63-64% de marge, c'est très impressionnant. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Là aussi on peut dire que le marché a des fondamentaux qui sont vraiment solide, et que je dirais le stimulus qui est arrivé en fin d'année dernière au niveau des baisses d'impôts pour les entreprises surtout continue à porter ses fruits et continuera encore à porter ses fruits au niveau des résultats sur les prochains trimestres. Cisco, bien orienté, qui fait partie des belles hausses aujourd'hui après ces résultats trimestriels. Le titre gagne plus de 3,5%. Et puis alors toujours intéressant de regarder la gestion des participations de Warren Buffett et Berkshire Hathaway, la société d'investissement de Warren Buffett, a dévoilé hier bien l'évolution de ces différentes participations. Alors c'est intéressant parce qu'ils entrent dans Teva. Alice Labouche, je me tourne vers vous, spécialiste de la santé. Teva, c'est le leader mondial des génériques, c'est ça? Et visiblement, c'est société israélienne, et visiblement c'est un cas d'investissement du point de vue de Warren Buffett. Comment est-ce que vous regardez, vous, le cas d'investissement Teva aujourd'hui, Alice? Probablement comme un cas de retournement ou un cas dit de recovery pour ceux habitués au jargon financier. J'imagine, après je suis pas dans les petits papiers de Warren Buffett, mais c'est vrai que c'est une société qui a connu énormément de déboires, de difficultés, des problèmes de management, de gestion des relations entre les managers, ce qui fait que la société a eu du mal à se développer. Pourtant c'est un immense mastodonte, il faut imaginer le leader mondial du marché des médicaments génériques, donc c'est absolument gigantesque, qui en plus opère sur ce fameux marché des génériques, qui est un marché hautement concurrentiel, avec une guerre des prix de plus en plus importante, puisque comme vous le savez maintenant, la FDA américaine autorise des génériques de 3e génération, c'est-à-dire qu'en fait maintenant on peut génériquer une fois, 2 fois, 3 fois le même médicament. Donc il y a une guerre entre les génériques. C'est plus seulement le fabricant initial qui se retrouve génériqué, retrouve son produit génériqué, mais il y a d'autres génériques qui viennent concurrencer les génériques. Du coup, normalement, il devrait y avoir une politique de concentration, et Teva, a priori, fait partie des géants qui devraient gagner des parts de marché en faisant des acquisitions. C'est pas encore fait, c'est probablement intelligent, puisque évidemment c'est Warren Buffett, donc... il n'a pas toujours raison, Warren Buffett, on peut le dire. Parfois il se trompe sur IBM, par exemple. Nous, par exemple, nous n'en avons pas. C'est-à-dire que nous sommes restés à l'écart, on en a eu à une certaine période, mais nous trouvons qu'à ce stade, les difficultés rencontrées par l'entreprise sont trop pesantes, et pèsent d'ailleurs sur les marges et même sur la croissance. Maintenant, il a dû étudier son cas d'investissement. Ah bah oui, non, mais je ne suis personne pour critiquer Warren Buffett, bien sûr. Grégory Volokin, commentaire peut-être. Teva, ça intéresse à Warren Buffett. Enfin, c'est un investissement typique d'un Warren Buffett dans sa manière d'investir, là, d'initier une position chez Teva, Grégory.
Non, je dirais ça va même plutôt au contraire de ce qu'il fait normalement, parce que Teva est une compagnie, on connaît tous les problèmes, mais en plus qui a une dette et un problème de cash flow, une dette absolument énorme de plus de 12 milliards de dollars, je crois, plus grand que sa market capitalisation. Mais ce qu'il faut dire surtout, c'est que cet investissement de Warren Buffett, d'abord, c'est certainement pas Warren Buffett qui l'a fait, mais ses portfolio managers. Pourquoi? Parce que c'est un petit investissement. On parle de 340 millions de dollars. Et 340 millions de dollars pour Warren Buffett, mettons cet investissement par rapport à son investissement en Apple, qui est devenu sa plus grosse position, de près de 30 milliards de dollars. Donc, je dirais, si on veut vraiment voir où Warren Buffett a de l'influence sur ses investissements, on pourrait dire certainement sur la position en Apple, qui est sa plus grosse position maintenant, certainement en allégeant et en pratiquement liquidant la position qu'il a en IBM. Là, on voit des vrais mouvements fondamentaux de son portefeuille. Pour Teva, je dirais, il vaut mieux pas trop tirer des conclusions sur qu'est-ce que Berkshire Hathaway recherche dans la compagnie. Ça peut être le rebond, ça peut être une restructuration, mais comme je vous dis, c'est pour eux un très petit pari. 30 milliards quand même sur Apple. Enfin, je veux dire, Alice réagissait en plateau, mais c'est monstrueux quand même. C'est impressionnant. Oui. Une position, une ligne, une entreprise, 30 milliards investis. Bon, il va liquider IBM, ça effectivement, c'est en train d'être soldé. Puis tiens, je voulais qu'on dise un mot aussi, Grégory, d'Amazon. Alors on notera qu'Amazon, bon, à un moment les courbes se croisent, hein, et ça paraissait à peu près logique, mais il faut quand même noter qu'Amazon devient la 3e plus grosse capitalisation boursière américaine et donc presque mondiale. En tout cas, ils viennent de franchir, de dépasser Microsoft en ce sens. Alors, ils sont toujours derrière Google et évidemment derrière Apple, qui reste de loin numéro 1. Mais surtout, ce qui est intéressant chez Amazon, là, c'est qu'ils sont en train de plus en plus de développer leur activité de prêt, de lending, Grégory, qu'ils ont lancé, je crois, enfin, il y a quelques trimestres. C'est encore une activité récente, mais là, ils sont en train de muscler cette activité avec un partenariat qui a été noué avec Bank of America. Oui, et je dirais que c'est extrêmement important. C'est assez curieux que ça soit pas plus commenté ce matin, parce qu'en fait, quand Amazon rentre dans un secteur, on dit que Amazon est un disrupteur, que le secteur commence vraiment à avoir des problèmes. On parle de la pharmacie et de la distribution pharmaceutique maintenant depuis des semaines avec l'entrée de Amazon. Là, c'est vraiment Amazon qui commence à prendre intérêt et à construire une activité dans le financement de prêts, donc dans la finance. Et là, en s'alliant avec Bank of America, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont, eux, Amazon, donner des prêts à leurs vendeurs, donc ce qu'on appelle les third party vendors. C'est tous ces produits qui sont vendus sur la plateforme d'Amazon par des vendeurs extérieurs à Amazon. Je dirais ça, c'est peut-être un détail. Par contre, c'est loin d'être un détail de voir que Amazon, dans la finance, peut commencer à jouer le rôle qu'ils ont joué dans... Commençons avec les livres, continuons avec l'électronique, enchaînons avec la nourriture et la pharmacie. À mes yeux, sur les prochaines années, on aura beaucoup de développement d'Amazon au niveau de la finance et de tous les instruments financiers qui peuvent les intéresser. Bon, Amazon donc avec ce partenariat noué avec Bank of America, Merrill Lynch, Amazon qui devient la 3e capitalisation boursière aux États-Unis, derrière Apple, number 1 évidemment, Alphabet, Google et donc Microsoft qui est relégué pour l'instant au 4e rang. Merci beaucoup Grégory, bonne séance à vous à New York, un des marchés américains bien orientés, on le rappelle. On va tenter d'accrocher une 5e séance de hausse consécutive à Wall Street. C'est l'objectif en tout cas de cette séance après le choc de marché de la semaine dernière. En Europe aussi, on reste bien orienté aujourd'hui. Le CAC reprend encore 1%, 5215 points.